Si vous me laissez au milieu de Paris, je vais m'en sortir, non? Je parle la langue. Je ne sais pas, mais je vais manger et je vais bien manger et je vais m'en sortir. Et c'est, je pense, ce qui manque beaucoup à beaucoup de la jeune génération aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas aussi débrouillards et ils ont tous les outils du monde à portée de main. Je voudrais accueillir Eva Longoria dans l'émission. Comment ça va, Eva? Je vais bien. Et toi? Je me sens vraiment bien. Merci beaucoup d'être venue me voir. Oh, merci. Merci de parler de ce documentaire incroyable. J'ai adoré d'ailleurs. J'ai absolument adoré. Je connaissais l'histoire juste en étant latino en général. Et je disais genre, j'ai dit à mon père, je lui dis, tu te souviens de ce combat? Il dit, si tu es latino, tu te souviens de ce combat. Mais je ne comprenais pas vraiment tout le va-et-vient entre les sous-cultures, si vous voulez, du Mexique et des Mexicains américains. Mais avant de commencer et de parler de tout le documentaire, comment es-tu passé de presque devenir kinésithérapeute à devenir acteur? Je savais que mon rêve était de travailler pour les Dallas Cowboys. J'étais comme, je vais être préparateur physique pour les Dallas Cowboys. Et j'y suis arrivée. J'y suis arrivée. J'ai participé à un concours de beauté de bourse au Texas lors de ma dernière année à l'université. Étant à court d'argent et de bourse Pell, je me suis retrouvée sans moyen de financer mes études. Et mon amie me dit, « Hey, pourquoi tu n'entres pas au concours de bourse? » Et moi, j'étais là, « C'est quoi ça? » Et elle, « Toi, si tu gagnes, tu reçois de l'argent pour l'école. » Alors je l'ai fait. Jamais participé, je viens du Texas. Nous sommes nés et élevés avec le football et les concours de beauté et je n'en avais jamais vu un. Je n'avais jamais participé à un. Mon but était de décrocher la 4e place, car je me disais que c'était comme couvrir les frais de livres. Ensuite, la 3e place équivalait aux livres et aux frais de scolarité. Et la 2e place incluait les livres, les frais de scolarité et le logement. Tandis que la 1re place offrait les livres, les frais de scolarité, le logement et une bourse. Je me disais que je ne visais pas trop haut. Je veux juste mes livres, d'accord? Et puis, ils ont annoncé les gagnants et ils ont dit « 4e place est un tel ». Et j'étais là « Oh mince, je ne l'ai pas eu ». Et j'ai fini par gagner tout le concours. Et j'étais là « Oh d'accord, cool, je peux payer ma dernière année ». Et puis ce concours m'a propulsé, c'était comme un tremplin pour aller au niveau suivant. Et j'étais là « Oh, je ne veux pas en faire une affaire ». Je voulais payer mes frais de scolarité, alors j'ai dû participer au suivant, Miss Corpus Christi, d'où je viens, et j'ai gagné. Et littéralement, ma mère disait « Ce n'est pas ton avenir. Tu ne peux pas participer à un autre concours. » J'étais là, je ne veux pas. Je ne sais pas quoi. Surtout en grandissant comme la Prita Fayot, qui est la moche, la sombre. Dans ce paquet de prix Miss Corpus Christi, il y avait un voyage à Los Angeles. Et c'était la première fois que je me suis dit « Oh, ça va être amusant. Je n'ai jamais quitté le Texas. » Et c'était comme une compétition de talent à Ella à laquelle nous devions aller. Alors, je suis venue et puis j'ai gagné la compétition de talent. Et j'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que je fais. » Et littéralement, des agents et des managers voulaient me signer parce que c'était comme la folie latine. Je me souviens, c'était comme Ricky Martin. Ricky Martin, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias. Ouais. Living la Vida Loca était, vous savez, le tube du moment. Et il disait « Oh mon Dieu, si tu es latina, tu vas cartonner ici à Hollywood. Ils cherchent des latinas. » Et j'étais là « Oh, d'accord. » Et du jour au lendemain, j'ai dit « D'accord, je pense que je vais devenir actrice. » Comme ça. C'était parce que j'avais ma licence que je me disais « Je peux trouver un travail n'importe où. Ce n'est pas comme si j'allais être un acteur affamé. Je peux aller chercher un travail. » Donc, j'avais beaucoup de confiance que tout irait bien. Mais sans connaître l'industrie ou quoi que ce soit, j'avais 23 $ sur mon compte en banque. Et tu as décidé ça. J'ai entendu quelque part que tu as juste appelé tes parents. C'est comme, oui, je reste. Je ne rentre pas. Je n'ai même pas pris l'avion pour rentrer. C'est à ce moment-là que j'ai déménagé à Ella. Je n'ai même pas pris l'avion pour dire, d'accord, laissez-moi me préparer pour ça. Je suis juste venue ici pour 3 jours. Et le 3e jour, j'ai dit, je pense que je vais rester. Et ma mère était comme, d'accord, tu vas faire quoi? Je pense que je vais devenir acteur. Je veux dire, je ne sais pas ce que ça signifie, mais je pense que je vais juste rester un peu plus longtemps et voir ce qui se passe. Et ma mère a dit, eh bien, au moins, tu peux trouver un travail. Tu as ton diplôme. Et j'ai dit, oui, je vais aller chercher un travail. Et je suis allée. J'ai trouvé un travail. Et puis, je suis devenue figurant. Et j'ai été acteur d'ambiance pendant des années en pensant que je pourrais un jour être sur un plateau. Mais je n'y suis jamais allée.
Peut-être devrais-je le réaliser maintenant. Avez-vous ressenti, parce que tout semble très fortuit, cette histoire que vous m'avez racontée, avez-vous ressenti qu'il y avait quelque chose qui vous guidait pendant ce processus? C'est drôle que tu dises ça. Je dis toujours ça. Je me disais, je ne sais pas ce que c'était, mais il y avait quelque chose qui semblait juste à chaque étape. J'ai dit, je vais rester. Je n'avais pas peur. Je ne connaissais personne. Je n'avais pas d'endroit où vivre. Je n'avais pas d'argent et je me disais, ça ira. Peut-être. La jeunesse, c'est elle. C'est le bonheur. Comme si je connaissais les dangers. Peut-être. Je ne l'aurais pas fait, c'est ça. Exactement. Non, donc à toutes les actrices qui écoutent, ne faites pas ce qu'Eva a fait. Ne le faites pas. Ne le fais pas. J'avais genre 5 colocataires dans un studio avec des gens qui disaient, hey, viens vivre avec nous. J'ai dit, d'accord. Sans les connaître, j'étais juste là, j'aurais pu être tuée. Je veux dire, tu sais, c'était quelque chose. Vous guidez et vous protégez pendant ce processus, car l'histoire que vous venez de me raconter se termine à une date limite. Tout à fait. Eh bien, il n'y a pas de formule magique pour réussir à Hollywood. Donc, si tu suis exactement mes pas, tu n'auras pas le même succès. Ça ne fonctionne pas ainsi. Non, c'est un timing différent, un endroit différent, tout est différent. Je veux dire, tu as frappé au bon moment, au bon endroit, mais comme tu disais, ça t'a pris un peu de temps avant de commencer à décrocher des rôles. Comment as-tu tenu le coup? J'imagine que je traite toujours les acteurs avec beaucoup de respect quand je fais un casting pour un film, parce que c'est tellement difficile de passer des auditions, de se faire rejeter et de voir des gens entrer et dire «Oh, tu es trop ceci ou trop cela». Et c'est tellement dur. Comment as-tu continué quand il n'y avait aucun signe réel que c'était le bon chemin pour toi? C'est exactement ça, à 100%. Quand je suis arrivée à Hollywood, je me suis rendue dans une agence d'intérim pour trouver un emploi en me disant que j'aurais du travail dès le lendemain. L'entreprise m'a alors proposé de rester et de travailler pour eux en tant que chasseur de tête. Vous trouvez des emplois pour les gens, c'est comme un service de mise en relation pour les emplois. J'ai dit, d'accord, je ne savais rien, mais j'étais tellement bon. J'ai gagné beaucoup d'argent. Encore une fois, je n'ai jamais été l'acteur en difficulté. J'étais tellement bon. Je me disais, c'est tellement facile, ce truc de chasseur de tête. Mais je savais comment associer les gens aux emplois. Et tous mes amis acteurs étaient sans emploi. Alors je me disais, j'ai plein de candidats. Et grâce à cela, j'ai eu un appartement, une voiture, remboursé mes dettes étudiantes et de carte de crédit, eu des photos professionnelles, suivi des cours de théâtre. J'ai vraiment investi tout ce que je gagnais en moi-même. Exactement. Et c'est lors d'un de ces ateliers ou séminaires qu'un directeur de casting m'a vu et m'a dit, hey, tu devrais auditionner pour les Feux de l'amour. Et j'ai dit, d'accord. Et je l'ai fait. Et c'était comme ma grande chance, c'était les Feux de l'amour. Et ça payait si mal. C'était comme 2 centimes pour la semaine que j'ai gardé mon travail de chasseur de tête. Donc, j'étais chasseur de tête. Dans ma loge à les Feux de l'amour parce que je ne gagnais pas assez les Feux de l'amour pour quitter mon travail. Pendant 2 ans, j'ai fait les 2 boulots. Parle de détermination. Oui, je sais. Ouais, c'est l'autre chose, c'est une question de débrouillardise et c'est, tu sais, être ingénieux. Et c'est la vie par je. Si tu me laisses au milieu de Paris, je vais m'en sortir, d'accord? Je parle la langue. Je ne sais pas, mais je vais manger et je vais bien manger et je vais m'en sortir. Et c'est ça. Je pense que ce qui manque beaucoup à la jeune génération d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas aussi débrouillards, alors qu'ils ont tous les outils du monde à portée de main. Je n'avais pas d'iPhone. J'avais un guide Thomas et une impression de Google que je devais suivre. Oui, je me disais, oh, si j'avais les outils que vous avez aujourd'hui, mon Dieu, j'aurais été loin. Oh mon Dieu, moi aussi. Ma première bande démo de réalisateur m'a coûté 50 000 $, car je devais la tourner en 35 mm. Maintenant, il suffit de prendre un téléphone pour tourner. Des publicités, des clips et des courts-métrages toute la journée. La technologie a tellement évolué, je pense que c'est parce que nous sommes similaires. Nous, quand nous avons grandi, il n'y avait rien. Je me souviens qu'il n'y avait pas d'Internet. Je me souviens très bien, il n'y avait pas d'Internet. Je me souviens d'imprimer les cartes Google à LA et d'avoir les directions imprimées ligne par ligne, conduisant autour de LA en essayant de déposer une démo pour un boulot de montage ou quelque chose comme ça backstage West. Je me suis soumis
pour les auditions et j'envoyais ma photo et j'utilisais les timbres de l'entreprise où je travaillais pour ne pas avoir à acheter de timbres, évidemment. À la fin de la journée, je me faufilais et j'allais et je mettais des timbres sur environ 20 soumissions. Donc, je me disais, oh ouais, j'étais un bosseur. Je faisais des figurations juste pour manger et je volais les bananes et les pommes et je les ramenais chez moi parce que je me disais, bon, je ne mangerai peut-être pas demain, alors laissez-moi en prendre quelques-unes. Je veux dire, tu as galéré, mais quelque chose te guidait et te donnait ces opportunités que l'histoire typique d'un acteur à là n'est pas la tienne, loin de là. Dès le début, tu vis, tu manges, tu mènes bien ta vie, tu as un travail, une voiture, tu as remboursé tes dettes étudiantes. C'est du jamais vu pour un acteur en difficulté. Mais pourtant, même alors, quand tu as eu ta première grande opportunité, tu te disais, ouais, je vais quand même garder mon boulot de jour. Oui, j'aime toujours ma voiture, donc je pense que j'aime mon appartement. Laisse-moi continuer comme ça. Aussi, ce que tu as dit comme qu'est-ce qui t'a motivé, parce qu'il n'y avait aucun panneau pour dire que le succès est dans un an. Attends, je le sentais. Et je me souviens de mon patron dans cette entreprise. Il me dit, tu sais combien d'argent tu peux gagner ici? Tu es tellement doué pour ça. Abandonne ce rêve stupide. Tu sais combien de personnes réussissent à Hollywood? 1 sur 1 million? 1 sur 1 million? Allez, concentre-toi ici et oublie ça. Et j'ai dit, je sais, et je suis celui-là. Je prends cette place, donc je dois me dépêcher et être prêt. Je pensais vraiment ça. Je ne me suis jamais donné. Jusqu'à, si je n'y arrive pas avant 30 ans, je rentre chez moi. Je n'ai jamais eu de plan B. J'étais juste là, confiant que ça allait marcher. J'ai géré cela comme une entreprise, investissant précisément dans ce dont j'avais besoin pour mes cours. Je ne suis pas douée pour ça, mais je me débrouille. Je vais le faire. À cette époque, quand tu postules pour des rôles latins, ils te demandent, peux-tu le faire avec un accent? Et je réponds, je n'ai pas d'accent. Il y a d'autres niveaux de latinos. Et c'était comme Rosie Perez. D'accord. Il y a d'autres niveaux de dimensions de latinos qui ne sonnent pas comme ça. Et donc j'étais là, j'ai besoin d'un coach d'accent. Je n'ai pas d'accent. Je dois obtenir ça. Quand les gens viennent à Hollywood, ils veulent perdre leur accent. Moi, j'étais pareil. J'essayais d'en avoir un. Donc, on dirait que tu as vraiment mis de l'intention. Tu avais vraiment une intention et tu as presque manifesté ce que tu essayais d'obtenir. Non, j'y suis déjà. Dans ta tête, tu étais déjà réussi, même s'il n'y avait aucun signe. Et il y a une différence entre l'illusion, parce que nous comprenons tous. J'ai peut-être été un peu délirant, j'ai peut-être été un peu. Écoute, Eva, regarde, pour être dans notre métier, il faut être fou. Il faut être fou en général. C'est un métier de fou. C'est comme partir avec le cirque, en gros. Donc c'est une folie d'y être, mais oui, il faut un peu de délire. Pensez même que tu fais un film, c'est un délire, c'est de la folie. Oui, je veux dire, c'est un peu délirant. Mais l'autre chose que j'avais de mon côté, c'est que je suis un optimiste fou et un travailleur acharné, donc je savais que ces deux-là allaient être ensemble, mais je sentais aussi. J'ai la peau très dure, donc les refus ne m'ont pas affectée et j'en ai eu des milliers. Des milliers. Le jour où j'ai auditionné pour Desperate Housewives, j'avais 9 auditions ce jour-là et je me changeais dans ma voiture, conduisant de Disney à Warner Bros., retour à Disney, retour à Sony, retour à Culver City et c'était comme oh là là, je suis tombée en panne d'essence ce jour-là. C'est dire combien d'auditions j'avais. Et Desperate Housewives était à 8 heures du soir. C'était la dernière audition, je me change dans la voiture, j'arrive là-bas et je suis épuisée et j'étais juste comme les 7 autres auditions d'aujourd'hui ont dit non. Je savais déjà que je ne les avais pas eues. Et c'était, je sais, dans la voiture, docteur, d'accord, avocat, d'accord. Et puis Gabi était genre sexy. Et moi, j'essayais d'enfiler cette robe moulante dans la voiture. Je descends et Marc Chéry est à l'audition et il dit alors, qu'as-tu pensé du script? Et j'étais là, quoi? Je n'ai pas lu le script. Dans ma tête, je me disais j'ai lu mon genre qui a le temps? J'ai eu 8 auditions aujourd'hui. Je ne vais pas lire 8 scripts. Et j'ai dit, tu sais quoi? J'en avais juste marre. J'avais fini pour la journée. Et j'ai dit, tu sais quoi? Je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu le script, mais j'ai lu ma partie. Et ma partie est vraiment bonne. Et il m'a dit plus tard, il savait que j'étais Gabrielle à ce moment-là parce que c'était la chose la plus égoïste à dire. Je ne sais pas pour les autres, mais je suis incroyable.
J'ai demandé à passer l'audition pour que tu puisses refuser et que je puisse partir. Et puis tu l'as refait le lendemain et tu as tout recommencé. Alors, j'ai la peau très dure, même aujourd'hui. Je ne prends vraiment jamais les choses personnellement. Si je reçois une mauvaise critique, je me dis que ce n'est pas à votre goût. Voilà. Penses-tu que tu as eu Desperate Housewives? Un peu plus tard dans la vie, parce que tu n'avais pas 20 ans, je pense que tu avais 30 ans. Tu avais genre 9, oui, exactement 29 ans quand tu l'as eu. Donc tu avais déjà un peu tu avais établi qui tu étais à ce moment-là. Penses-tu que cela t'a aidé à faire face au tsunami, excuse-moi, de la célébrité et des critiques, de l'amour et de la haine et tout ce qui vient avec ce package? Est-ce que cela t'a aidé avec ça? Parce que ça en écrase beaucoup. Oui, à 1000%. Je savais qui j'étais. Je savais probablement qui j'étais quand je suis arrivée à Hollywood. Je ne buvais pas, je ne prenais pas de drogue, je ne fumais pas. Et tout le monde disait, oh mon Dieu, Los Angeles, tu vas te droguer et avoir des ennuis. Et je disais, il y a des drogues et des ennuis au Texas. C'est la même chose. Mais j'avais une très forte conscience de qui j'étais. Et donc, quand cette célébrité te frappe, Dieu merci, j'avais 29 ans parce que j'étais comme, surtout à l'époque, les tabloïds étaient genre la chose principale. Pas comme les réseaux sociaux aujourd'hui, mais les tabloïds te définissaient. Et donc, c'était comme l'amoureuse de l'Amérique, le sex symbole de l'Amérique. Et puis, tu devenais un peu ça, non? Si tu regardes Britney Spears et Christina Aguilera qui montaient en même temps, et l'une était l'amoureuse de l'Amérique et l'autre la mauvaise fille, et elles étaient des bébés, et elles se disaient, d'accord, je dois jouer le rôle maintenant. Je dois être la mauvaise fille. Et donc, ils ont essayé de faire ça avec moi. Et j'étais comme, non, ce n'est pas moi. Et je suis très ancrée. J'ai une famille vraiment géniale et j'ai de super amis. Mes amis de l'époque sont les canapés sur lesquels j'ai dormi et je n'avais pas de robe pour une audition. Et ma meilleure amie m'a prêté une robe. Ce sont toujours mes amis aujourd'hui. Ce sont les copines qui voyagent, ont vécu avec moi, mais elles étaient là pour moi quand je n'avais rien. Donc tu sais qu'à ce stade, ce sont de vrais amis. Oui, parce qu'on ne sait jamais. La célébrité est une arme à double tranchant. Tant de gens veulent être riches et célèbres, et tu te dis, bah, mais regarde combien de personnes riches et célèbres en sont détruites. Hollywood est rempli d'histoires comme ça. Tu es une exception. Tu es une anomalie. Oui, merci. Tu te souviens de deux histoires d'Hollywood? Bien sûr, ce truc sur c'était comme... Elle était une si jolie fille du Missouri. Et puis, il te raconte la chute de tous. Je me souviens, après 3 jours, une histoire True Hollywood sur moi. Je me demande, qu'ai-je fait? Suis-je tombé de Grey? Ai-je pris de la drogue? Que s'est-il passé? Je me suis demandé si c'était le début de la fin. Ne devait-ce pas arriver plus tard? C'était tellement drôle. Oh mon Dieu. Et puis, bah, bien sûr, tous les films que tu as pu faire avant Desperate Housewives, ils commencent à les regarder. Ils explorent les archives de ce que tu as réalisé à l'époque. Et j'ai fait tellement de films d'étudiants, vraiment. J'avais juste besoin de vrai. Et j'ai fait tellement de mauvaises choses. Et puis tout d'un coup, j'étais chez Blockbuster. Je ne sais pas si les gens se souviennent qu'il y avait un Blockbuster où il fallait physiquement aller chercher un DVD avant que Netflix ne les envoie par la poste. Je me souviens d'être allée chez Blockbuster et mon visage était sur la jaquette de ce film. Et j'étais comme, c'est quoi ça? C'était un autre truc. Et c'était juste un film étudiant que j'avais fait. Et ce réalisateur l'a emballé, vendu sous mon nom, et je ne l'ai jamais su jusqu'à ce que je le voie chez Blockbuster. Mais ouais. Et la famille sort de nulle part, non? Comme toutes ces personnes qui sont liées à toi. Oui. Un ami à moi qui était dans une autre série à succès, et chaque fois qu'il est reconnu dans le monde entier, il est tellement énervé parce qu'il se dit que c'est tout ce pourquoi les gens le connaissent. Et chaque fois que les gens viennent me voir et qu'ils disent « Gabi Solis », je suis comme « Oui, je sais. Je suis juste tellement reconnaissante et tellement reconnaissante que ce réalisateur ait pensé que j'avais une certaine valeur. Parce que c'est ce que tu espères. Tu vois ce que je veux dire? Vous espérez avoir de la valeur, pouvoir agir, sans aucun doute. J'ai lu quelque part que tu médites assidûment. Parce que je médite depuis des années. Je médite parfois des heures par jour. Et ça a changé ma vie. Comment utilisez-vous la méditation pour équilibrer votre monde fou dans lequel vous vivez avec toutes les choses que vous faites et tous les projets que vous gérez, mère et philanthrope et actrice et réalisatrice et toutes ces choses?
Comment la méditation vous aide-t-elle à vous équilibrer et qu'est-ce que cela vous apporte en général? Vous savez quoi? Ça vous ressent vraiment. Avant la journée, je dois le faire dès le matin et ça me rend plus patient. Ça me donne de la compassion. Ça change vraiment. Juste ton énergie vers un endroit de positivité et de gratitude. C'est important. J'ai vraiment appris aussi à faire attention à comment tu parles. C'est ça. Avant, j'étais compris. Je dois me rendre à cette réunion de l'autre côté de la ville. Je dois aller à cette audition. Je dois aller rencontrer James Corden ou je dois être chez Jimmy Kimmel ce soir. Et au lieu de cela, j'ai l'opportunité d'assister à une réunion pour un projet. Je veux sortir de c'est pas ce que tu veux, alors pourquoi es-tu? Tu sais, je vais être sur Jimmy Kimmel pour promouvoir cette émission télé. J'étais. Tu sais, je dois rentrer à la maison et donner le bain à mon enfant. Non, je vais rentrer à temps pour donner le bain à mon enfant et le coucher. Comme je vais faire ça, je vais cuisiner le dîner pour ma famille. Et juste ce petit mot est venu par la méditation, n'est-ce pas? Faites attention à la façon dont vous parlez dans la vie. Quand on te demande comment s'est passée ta journée, tu réponds tellement occupé. C'est trop. Je suis tellement occupé. Remplacez ce mot par productif. Comment s'est passée ta journée? Productive, non? J'ai été tellement productif aujourd'hui. J'ai eu 8 réunions. Ce contrat a été conclu. J'ai parlé à un tel. C'était une journée productive, mais pas trop chargée. Évitez le travail inutile. Tout ce que vous faites pendant la journée est orienté vers un objectif, vers quelque chose. Alors, ayez cette gratitude dans vos paroles en abordant votre journée. Et c'est ce que fait la méditation. Elle vous fait vraiment réfléchir à des choses qui sont en pilote automatique et qui ne devraient pas l'être. Et oui, je suis d'accord avec toi à 110%. Tu es aussi un philanthrope incroyable. Tu redonnes tellement. Peux-tu juste parler un peu de ce que redonner signifie pour toi et comment cela affecte ta vie? Parce que quand j'ai commencé mon émission il y a 6 ans et demi, j'essayais de percer. J'essayais de frapper aux portes, d'obtenir ces rendez-vous et de créer des connexions. Et j'ai dit, j'en ai marre de tout ça, je vais commencer à redonner à ma communauté qui est celle des cinéastes. Et tout d'un coup, les portes se sont ouvertes et maintenant je peux parler à des gens comme toi et à toutes ces personnes. C'est parce que j'ai redonné et c'est addictif de redonner et de changer la vie des gens de toutes les manières possibles avec cette émission ou avec tout autre travail que je fais. Alors, comment cela t'affecte-t-il? Oui, je veux dire, tu as tout à fait raison. Des études ont prouvé que donner et être charitable augmente ta vie et accomplissement, n'est-ce pas? Comme tu te dis, oh, je ne savais même pas que j'avais besoin de ça pour être comblé. Et puis ça devient addictif. Maintenant, je voyage partout dans le monde. Je vais en Inde car j'adore la philanthropie et les efforts communautaires. Mais honnêtement, j'ai grandi avec ça dans mon ADN. J'ai une sœur avec des besoins spéciaux. Elle est née avec un handicap mental, donc j'ai grandi dans son monde. J'ai grandi avec d'autres personnes aidant, des associations. On sponsorisait un voyage pour elle à Disneyland. Des associations ont créé des programmes après l'école pour que les enfants avec des besoins spéciaux aient un endroit où aller. Et donc, j'ai toujours aimé, c'est qui cette association? Elle est tellement gentille. Cette dame est si adorable. Je savais avant même d'être célèbre que j'allais faire quelque chose de charitable et redonner. Et puis, une fois que j'ai eu ma plateforme et mon micro, je me suis dit, oh, d'accord, j'ai quelque chose à dire. Et je pouvais faire du bien dans le monde. Maintenant, quand avez-vous décidé que vous vouliez ajouter la réalisation à votre CV? Parce que tant d'actrices et d'acteurs passent toute leur vie en tant qu'acteurs et ils ne veulent pas faire de réalisation. Mais j'ai vu et j'ai parlé à de nombreux acteurs devenus réalisateurs, ce que cela leur apporte et cela prolonge aussi leur carrière. Ils peuvent réaliser jusqu'à n'importe quel âge et vraiment apprécier ce processus. À quel moment de votre carrière avez-vous décidé? Je pense que je veux réaliser, ce qui est le cliché de tout. Ce que je veux vraiment faire, c'est réaliser. Oui, je sais. Je pense être meilleure à ça. Les gens pensent, Connor, que je suis un acteur devenu producteur-réalisateur et je pense que j'ai toujours été un producteur, surtout producteur. J'aimais le côté business de notre métier. C'est pourquoi mon approche avec moi-même était comme, d'accord, je dois faire ça. Je dois faire, genre, comment me préparer au succès. Et je me souviens, quand j'ai déménagé à Hollywood, j'ai vérifié. Je suis allée acheter un livre à, oh mon Dieu,
Bien entendu, il s'agit de Samuel French. Oui, à Studio City. Non, à Hollywood. Oh, il y en a un autre. C'était le deuxième, avant leur déménagement, je pense. Oui, sur Sunset. Comment produire un tête-à-tête? Je veux dire, j'ai acheté ce livre d'abord sur le jeu d'acteur parce que je me suis dit, bon, je dois créer mon propre projet, alors comment faire? Et il y avait genre un exemple de budget dans le livre et je l'ai mis sur ma feuille de calcul Excel et je me suis dit, d'accord, je vais entrer les chiffres. Et puis j'ai rapidement eu un boulot avec ce spectacle appelé Hot Tamales Live avec Kiki Melendez à l'improv. Et Kiki m'a dit, hé, aide-moi à réserver des comédiens. Et puis j'ai dit, mais comment allons-nous les payer? Elle a dit, je ne sais pas. Alors, on a demandé à l'improv combien ça coûte pour avoir la soirée. Ils avaient une soirée morte et on voulait en faire une soirée latine. D'accord, super. Vous pouvez avoir la scène. On prend les entrées, vous prenez-le. Et c'était juste comme, tu te débrouilles, non? Et j'étais là, d'accord. On a regardé des cassettes VHS de comédiens pour réserver la soirée. Et puis, on a trouvé un sponsor. J'étais là, bon, il nous faut un sponsor, non? Il nous faut quelqu'un pour payer ça. Alors, on devrait obtenir une tequila. On devrait obtenir une entreprise de tequila pour nous donner de l'argent. Et puis, on mentionnera la tequila sur scène. C'était tout improvisé et on s'adaptait au fur et à mesure. Et j'ai fait ça d'abord et ensuite, grâce à ça, diriger certains des sketchs que nous avions sur scène. Et je disais, non, tu dois sortir par là et nous allons entendre quelques accessoires. Et je suis tombée amoureux de ça. Et puis, je suis devenue acteur et j'ai utilisé Desperate Housewives comme mon école de cinéma. Je ne suis pas allée à l'école de cinéma, mais j'étais sur un plateau pendant 10 ans, donc je faisais attention. J'ai fait attention à l'endroit où allait la caméra. Quelles lentilles? Qu'est-ce que les objectifs? Qu'est-ce que ça veut dire? 25, 100, 35, 110. Pourquoi cette lumière est-elle là? Que faites-vous? C'est quoi un réflecteur? Vérifiez la porte, comme tu disais. Vérifiez la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je chargeais la caméra quand nous étions parmi les dernières émissions à passer au numérique. Nous avons tourné sur pellicule bien plus longtemps que les autres émissions télé. J'ai fait attention et j'ai vraiment profité de tous les réalisateurs qui sont passés et je leur ai posé des questions. J'étais comme une éponge. Et c'est à ce moment-là, pendant les dépressages, que j'ai dit, je pense que je veux réaliser. Et puis, quelqu'un m'a demandé, hey, tu veux réaliser ce court-métrage? Et j'ai répondu oui. Et dès que j'ai dit oui, j'ai voulu ravaler mes mots parce que je me suis dit, tu viens de dire oui, tu n'es pas prêt, tu ne sais pas assez. Qu'est-ce que tu fais? Pour qui te prends-tu? Et je pense que les femmes ressentent souvent ce syndrome de l'imposteur, comme, oh non, prête? Je ne pourrais jamais faire ça. Non, pas moi, pas moi, pas moi. Mais j'avais déjà dit oui, alors j'étais genre coincée et je devais le faire. Et j'étais bon et je savais que j'étais bon. Et un de mes mentors qui a dirigé beaucoup de Desperate Housewives, David Grossman, est venu sur le plateau. Et j'ai dit, peux-tu juste être sur le plateau? Parce que si je me trompe dans le choix de l'objectif, ce n'est pas ton travail d'ailleurs. Ton travail est d'obtenir des performances. Et après qu'on ait terminé, le DP et ce réalisateur dit, je pense que c'est ta vocation. Et ils m'ont vraiment donné cette confiance du genre, génial. Tu as ta place. Tu sais ce que tu fais, mec? Mec, tu sais ce que tu fais? Tu en sais beaucoup plus que tu ne le penses. Et j'étais là vraiment, d'accord. Et puis je l'ai refait. Et puis je l'ai refait. Et puis coupure. Maintenant, 10 ans plus tard, j'ai réalisé, et c'est mon premier long métrage. Documentaire dans mon long métrage. Long métrage qui arrive à la Gérasivelle. Comment ce projet a-t-il vu le jour? Personne n'avait jamais fait de documentaire sur la boxe à propos d'un Mexicain-Américain, à ma connaissance du moins. Rien. Je veux dire, il y a un documentaire sur Muhammad Ali diffusé toutes les 5 minutes et chacun d'eux est absolument fantastique. Et puis Mike Tyson et Sugar Ray et tout ça, mais jamais vraiment sur le... Vous savez qui a de la renommée. Tout le monde me demande si j'ai grandi avec la boxe. Je réponds que je suis mexicain, donc bien sûr, c'est dans notre sang, on doit le faire. Tu dois le faire. Mais non, je connais Oscar depuis 25 ans. Oscar et moi sommes amis. Il a été l'une des premières personnes que j'ai rencontrées quand j'ai déménagé à Hollywood. Moi, Mario Lopez et Oscar de la Hoya étions comme les petites canailles qui couraient partout à Hollywood. On causait juste des ennuis. C'était il y a 25 ans. Il m'a téléphoné et a dit « Hé, ça va? C'est le 25e anniversaire de ce combat. Peux-tu réaliser le documentaire à ce sujet? Nous voulons faire un documentaire sur le caractère emblématique de ce combat. » Et j'ai dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux dire, non? Comme un docu sur la boxe, avec des jabs et des coupes de poing et tout ça. » Non, je ne veux pas faire ça. J'ai dit « Mais tu sais, ce qui est drôle,
Je me souviens que ce combat a divisé ma famille. Je me souviens ce combat a causé tellement de remue-ménage dans notre communauté. Et les disputes. Et puis, on ne pouvait pas voir le combat parce que c'était en circuit fermé. Il fallait aller dans un bar et les enfants ne pouvaient pas y aller. C'était tout un truc. Et les gens, les paris à Vegas et les cotes, et j'étais juste là, mais que se passe-t-il? Wow! Que se passe-t-il? Et c'était juste, je pense, le plus grand combat qu'on ait jamais eu à l'âge d'or de la boxe. Je veux dire, cette époque qui était l'ère de Mike Tyson, l'ère de De La Hoya, l'ère de Julio. C'était énorme, c'était énorme. Et j'ai dit, ça m'intéresse, explorer à travers le prisme de qu'est-ce que cela signifie d'être assez mexicain et comment naviguer son identité en tant que Mexicain-Américain. C'est quelque chose que je connais. Je jongle avec le trait d'union chaque jour de ma vie et les gens disent « Oh, t'es moitié Mexicain, moitié Américain ». Et je réponds « Non, je suis 100% Mexicain et 100% Américain en même temps ». Et ces deux choses peuvent toujours être vraies. Et donc, je savais, Oscar a navigué cela, car quand il a remporté la médaille d'or pour le a gagné, il remporte la médaille d'or pour les États-Unis et il entre dans le ring en brandissant un drapeau mexicain. Donc, il a le drapeau américain et le drapeau mexicain. Et je me souviens de ce moment aussi. Et je me souviens d'avoir ressenti une immense fierté et de m'être dit « Oh mon Dieu, c'est moi! » Oh! Donc, tu peux célébrer être mexicain. Tu n'as pas besoin de te cacher. Et tous les Mexicains aux États-Unis ont embrassé Oscar à ce moment-là. Ils étaient comme il est. Tu sais ce que c'est que la fierté. Le président mexicain l'a appelé, l'a invité à Los Pinos, qui est la Maison-Blanche mexicaine. Il y a eu un défilé au Mexique pour lui. Et donc, chaque combat qu'il a eu après ça, c'était son public, c'était ses supporters, c'était ses gens, jusqu'à ce qu'il défie Julio. Et quand il a défié Julio, la communauté mexicaine. Attends, ouais, tu n'es pas ce Mexicain, tu n'es pas ce Mexicain. Et puis il a dit, c'est Jésus mexicain, c'était Jésus mexicain. Tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas toucher Julio. C'est notre campeón de Mexico, el campeón del mundo. Et c'est donc sous cet angle que je voulais explorer ce combat particulier, parce que je pense que nous rencontrons encore cela aujourd'hui. Nous ne sommes pas un groupe monolithique. Je comprends que nous avons beaucoup de différences, mais nous avons des combats plus importants à mener en tant que communauté latino. Que vous soyez portoricain, cubain, centra-américain, argentin, vénézuélien ou mexicain, il doit y avoir une agrégation collective. Si nous voulons avoir du pouvoir politique, du pouvoir d'achat, montrer une quelconque force, nous devons le faire ensemble. Ainsi, nous ne pouvons pas nous concentrer sur nos différences. Pour apporter des changements, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons en commun et sur l'objectif commun. Avoir accès au vote, aux soins de santé, à une éducation égale. Il est crucial de nous unir. Et donc, le début du documentaire commence par ces différences. Le vieux lion contre le jeune cerf, et le Mexicain national contre le Mexicain américain, et le gars du Pueblo contre le Golden Boy. Et le combat a vraiment mis en avant ces différences, car la boxe est un sport qui n'a jamais hésité à utiliser la race, n'est-ce pas? Elle s'y est même appuyée, ou la nationalité. L'Italien contre l'Irlandais, et le Noir contre le. Alors, elle a fait la même chose dans ce combat sans comprendre la guerre civile que cela provoquerait. À cause des nuances, il pensait que c'était juste deux combattants mexicains, face à face. Mais c'était bien plus que cela. Tu sais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant en regardant Julio et Oscar? Tous les deux semblent si. Et je ne le dis pas de manière péjorative. Ils semblent gentils. Ils semblent gentils. Ils semblent savoir, parce que j'ai vu des documentaires sur la boxe et beaucoup de ces boxeurs, ils sont justes, bruts, barbares parfois dans leur façon de parler et ils ne sont pas articulés. Mais Julio et Oscar le sont tous les deux, ils semblent si gentils qu'ils sont presque tombés dedans par hasard, comme « Oh, je suppose que je vais boxer », un peu comme toi, comme « Oh, je suppose que je vais jouer », et ça semblait juste comme ça. Et j'ai vu ce genre d'énergie, surtout chez Julio, ce à quoi je ne m'attendais pas. Il semble si gentil. Et je me disais, c'était un tueur sur le ring, mais je pense qu'il dissociait les deux. Il était comme « Je suis un gars gentil, mais je vais au travail ». As-tu ressenti ça aussi? 100%. Et comme je l'ai dit, je connais Oscar depuis 25 ans, donc je sais qu'il est gentil et je le connais bien.
Je ne connaissais pas du tout Julio. Je ne l'avais jamais rencontré et je suis tombée amoureux de lui. Il est tellement honnête, ce qui est intéressant. Dans un documentaire sur ta vie, sur quelque chose qui s'est passé dans ta vie, tu pourrais facilement réécrire l'histoire. Comme ah, ça ne m'a pas dérangé. Bien sûr que j'ai gagné ce combat. Je ne me plaignais pas à ce sujet. Il était comme ouais, aucun moyen à ce moment-là que j'allais dire que j'avais perdu, même si je savais que c'était le cas. Je savais que j'avais perdu, mais je n'allais pas le dire. Et tu te dis waouh. C'était comme s'il avait une vision 2020. En repensant à ce combat, il était tellement ouvert et vulnérable à propos de ses obstacles à la célébrité, de son addiction, de son manque de préparation pour d'autres combats. Il disait « Écoute, décembre est mon mois de fête. Je n'allais pas combattre en janvier, mais c'était 9 millions, alors j'allais combattre. » Il est très franc et vulnérable et gentil. Et ce n'est que 10 ans après ses combats qu'il a enfin donné à Oscar le crédit qu'il méritait. Et puis du côté d'Oscar, les gens, tout le monde qui regarde le doc se dit « Oh mon Dieu, j'ai pleuré pour Oscar. » Je ne savais pas qu'il avait autant de douleur en entrant dans ce combat. Il était blessé. Et en revisitant cela, il se dit « Dieu, ça me rend toujours furieux. » Il était tellement en colère. Pendant qu'on l'interviewait, je me disais « Oh oui. » Il disait « Mon Dieu, je suis tellement en colère, rien que d'y penser, me faire huer à East LA. C'est quoi ce bordel? Vous plaisantez? » Tellement douloureux pour tous les deux d'en reparler. Eh bien, c'est un film magnifique. J'ai adoré le regarder. Tellement énorme. Cette première est un film réalisé par une chicana sur 2 boxeurs mexicains. C'est un progrès. Apprécions-le pleinement. Tout d'abord, je pense que vous êtes une véritable force de la nature. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et de la part de mes filles jumelles, elles vous disent merci pour Dora. Elles ont adoré et le regardent tout le temps. Alors merci beaucoup pour ça. J'adore ce film. J'adore ce film. Je l'ai vu au cinéma avec eux. J'allais au cinéma avec eux à l'époque où on faisait encore ce genre de choses. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu à l'émission et je vous souhaite beaucoup de succès. J'espère que ce film sera vu par tout le monde. C'est un film tellement merveilleux. Merci encore infiniment. Merci beaucoup. Votre geste me touche énormément. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.